Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul, j'ai un invité de marque et spécial puisqu'il s'agit de Stéphane, première fois sur la chaîne d'ailleurs. Comment vas-tu? Salut Julien, merci, très bien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, Stéphane Michel, que vous avez pu voir peut-être dans une émission chez Microciné Samir avec Léo de la revue de Tsunami et Valérian de la chaîne Cinefiles, pour parler d'un réalisateur australien, ma foi, fort reconnu et Lequel? sympathique, un certain Peter Weir. Et on va parler ensemble d'un film de Peter Weir, évidemment. On a de la suite dans les idées. Et alors, c'est pas le plus connu, mais alors c'est peut-être pas le moins intéressant non plus. Gallipoli, sorti en cette belle année de 1981. Je dis ça parce que c'est là où je suis né. Et donc, avec au casting deux acteurs principaux, un qui a fait une énorme carrière et qui avait déjà joué dans Mad Max, à savoir Mel Gibson, et il n'a pas fait la carrière que devant la caméra d'ailleurs. Et à ses côtés, quelqu'un qui a malheureusement eu moins de reconnaissance par la suite, Mark Lee. Citons aussi la présence, quand même, je l'ai reconnu, de Bill Hunter, qui a joué chez Baz Luhrmann, son premier, je crois d'ailleurs, et Priscilla Folle du désert et Muriel. Voilà. Donc, il n'y a pas que ces deux, puis d'autres acteurs australiens qui doivent être connus à l'époque aussi. Et alors, il s'agit d'un film de guerre sur le papier, enfin, du moins, on le vend un peu comme ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est un drame, c'est un film de potes aussi. C'est un film assez social qui questionne beaucoup de choses, qui se déroule dans les années 1910, hein, donc 1915, pendant la Première Guerre mondiale, où deux amis australiens voilà, qui se rencontrent, qui ont la même passion d'ailleurs, le sprint, la course, finissent par s'engager, après des premières péripéties, notamment dans le désert, et puis il y a beaucoup de désert dans le film d'ailleurs, ils vont s'engager ensemble, ils n'ont pas forcément le même point de vue sur la guerre, mais quand même ensemble, euh, aux côtés de l'armée britannique, puisque l'Australie, certes indépendante, depuis 14 ans à l'époque, était toujours sous le Commonwealth, etc., pour faire la guerre. Donc, mais ils sont envoyés très loin, à Gallipoli, dans l'Empire ottoman. Et là-bas, la bataille des Dardanelles, très connue, et les deux vont se perdre de vue, se retrouver, tout ça, et vivre l'horreur de la guerre. Mais ça, c'est que dans la dernière partie du film. Voilà. Sans spoiler pour l'instant, attendez-vous à une grosse construction psychologique, et c'est ça aussi la force du cinéma de Peter Weir, avec le visuel et le son qui va avec. Bref, c'est du cinéma, tout simplement. Et je découvre ce film sur le tard. Par contre, notre cher Stéphane ici, qui est un petit peu notre nouveau spécialiste YouTube ciné de Peter Weir, t'es estampillé comme ça. Enfin, Je crois que en même tu toute vas humilité, bientôt, bien entendu. tu vas aussi bientôt, ou tu as déjà, ça dépend quand cette vidéo sera publiée, parler de Master and Commander avec Cinefiles. Donc, on est en plein dedans. Ça Quel est devrait ton, venir prochainement. voilà, et quel est ton avis, oui, mais ton rapport avec ce film en particulier? Moi, c'est un film que j'ai découvert un peu plus tard dans ma découverte de la filmographie de Peter Weir, hein, bien après avoir découvert Master et Commander et Truman Show, bien évidemment, le dessert des poètes disparus. Mais je trouve que c'est un film extrêmement intéressant, non seulement du point de vue de la filmographie de Peter Weir, mais du point de vue de où se trouvait le cinéma australien à l'époque de sa sortie également. Donc c'est un film de transition à de nombreux points de vue aussi, pour à la fois pour Peter Weir et pour cette nouvelle vague. On est peut-être un petit peu sur la fin de la nouvelle vague australienne en 81, mais quand même, quoi. C'est un des marqueurs principaux de cette nouvelle vague. Hein. Quand on pense à l'imagerie de la nouvelle vague australienne, bon, il y a un film dont tu as parlé sur ta chaîne qui est Picnic à Hanging Rock, avec le visage de son actrice principale. Mais l'autre film qui illustre beaucoup, que ce soit dans les ouvrages ou dans les essais qui ont pu être consacrés, qui illustrent beaucoup cette période, c'est ce fameux freeze frame de la fin du film dont on va parler, ou l'image commune de Mark Lee et de Mel Gibson dans le film aussi. Donc à cet égard-là, je trouve qu'historiquement, pour Weir et pour l'Australie, c'est très intéressant. Et puis pour le film lui-même, il est passionnant à bien des égards, historiquement et émotionnellement. C'est un film qui est extrêmement touchant, qui coche, on en discutera plus longuement, mais à mon avis, énormément de cases qui arrivent à arrive à une certaine perfection dans chaque élément de sa construction. Quoi. Le scénario est très bon, la photographie est magnifique, les acteurs sont extrêmement bien dirigés, pas seulement les deux acteurs principaux. La direction artistique, la gestion des figurants, le détail aussi, on en reparlera aussi, mais c'est sûr que ce qui est commun dans l'œuvre de Weir, c'est justement
ce souci du détail et cette précision, cet artisanat dont on a parlé avec Valérian et Samir et Léo. Mais et là, ça apparaît clairement aussi. Donc je pense qu'il est vraiment passionnant à bien des égards, extrêmement attachant et très 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 touchant, très très émouvant. Il reste, il reste avec toi longtemps après l'avoir découvert, je trouve. Oh oui, oh oui. Alors moi, je l'ai découvert le jour même, là, au matin, au moment où on tourne cette vidéo. C'est un film hyper complet, hyper riche. Et moi, ce que j'admire dans ce métrage, et c'est la force déjà j'allais dire des grands metteurs en scène, oui, des grands auteurs, parce qu'il y a aussi, évidemment, on peut citer le scénario de David Williamson derrière, mais c'est une histoire de Peter Weir, c'est lui qui a fomenté l'idée. Et là, le langage cinématographique à travers la photographie de Russell Boyd aussi, tout ça mélangé, c'est un pur moment de cinéma dans le sens où il y a une maîtrise absolue, tu l'as dit, et que sur 1h50, c'est pas non plus un truc de 3 heures. Hein. Ouais. Il raconte énormément de choses et c'est jamais trop rushé, tout ça. Parfois des petites scénettes et tout, mais sur des petits détails, on arrive à s'attacher à ces deux personnages très vite. Et au final, quand tu arrives au bout, parce que la guerre, il faut se la mériter dans ce film, si vous êtes fan des films de guerre, hein, je parle avec des combats et tout, et arriver au bout, mais ça dure pas longtemps, hein, les batailles, mais alors tu comprends tout. Et puis il y a aussi ce discours sur la guerre sur lequel on reviendra, parce que je pense que là, on est en plein absurde de la guerre. Hein. On n'est pas loin du mythe de Sisyphe, y compris dans le montage, à la fin. Ça aussi, il Ouais. faudra y revenir. Et c'est Absurdité extra... qui se répercute dans la mise en scène aussi, quoi. Il y a Et la beaucoup musique. d'éléments du film, dans la musique, dans la mise en scène, qui pointent du doigt justement cette absurdité d'ensemble et cette tragédie, quoi, finalement, pour cette jeune génération. Et oui, c'est ce qui fait également l'intérêt du film. Et comme tu le dis, c'est pas très long, ça doit, oui, 1h50, je Ah, pense. Et 1h50, ce qui prouve que le film est très, très épuré, quoi, en fait. Vraiment, Weir et Williamson vont à l'essentiel. il y a un essentiel qui est riche, c'est-à-dire qu'en peu de plans, en peu de choses, en peu de mots des fois, tu comprends tout et tu saisis tout. C'est la construction qui fait la différence. Et dès le début, tu as le contexte. C'est un film australien et il ne pouvait pas être fait par un autre metteur en scène, un autre pays. Ça se sent parce qu'on est ancré, donc bon, évidemment dans la jeunesse australienne de cette époque, qui est soit très idéaliste avec cet athlète, donc jeune, 18 ans, le coureur le plus rapide de l'Ouest. Alors ça me fait marrer parce que tu as du western au début. Et on sait que Peter Weir, il aime bien ça aussi, hein, je pense. Il aime bien quelques westerns d'antan. Peut-être pas les westerns à la John Ford et tout, on va pas forcément penser à ça. Mais il y a cette idée-là. On est ancré dans l'Ouest, dans le bush, si on veut, hein, australien. Et donc, tu as ce jeune homme qui est, on le sent, il y a cette innocence là qui va perdre. Un petit peu l'image de Mowgli, hein, parce qu'il y a l'histoire de livre de la jungle au début. Tout est dans le détail. Ça, c'est génial. Avec son oncle, etc. Et alors, lui, il veut à tout prix, là, pour la gloire, tout ça, enfin, sa gloire, on sait pas trop. Et il va rencontrer le gars qui, lui, n'en a rien à fiche de la guerre. C'est très cynique. En plus, le détail qui tue, descendance irlandaise, donc il n'a pas envie de servir les Britanniques. Il a tout compris dans le côté social, politique, historique, Peter Weir, en peu de choses. Et pourtant, l'amitié va aller au-delà de tout. C'est-à-dire que ces deux jeunes qui sont pas forcément faits pour être amis sur le papier, ils ont la passion commune. Et il va s'engager par amitié, hein, le personnage de Mel Gibson, finalement, pour le suivre. Parce que, aussi, il n'a pas le sou. Contexte social de l'Australie à l'époque très compliqué. Hein. Socialement, c'est pas la joie en Australie à cette époque-là. Un pays qui est jeune et qui a du mal à voler de ses propres ailes. Parce que là aussi, on peut parler d'émancipation, hein, à travers ce film. Mais émancipation à quel prix? Dur. Hein. Et alors voilà, histoire d'amitié remarquable. Les deux ont une vraie connexion. On peut saluer d'ailleurs, franchement, Mark Lee qui est tout aussi bon, mais peut-être meilleur même que Mel Gibson. Là. On se Ouais, demande pourquoi il n'a pas ça eu cette reste carrière derrière. Hein. Ouais, étonnamment, c'est Mel Gibson qui a eu le prix du meilleur acteur aux Awards Charisme. australiens de l'époque, mais oui, il y a déjà un charisme qui a été, il bouffe la caméra, quoi, Mel Gibson. Oui. Hein, non seulement dans son film précédent avec Miller, mais dans celui-là également. Mais Mark Lee est très, c'est dommage qu'il n'a pas, il a eu une petite carrière à la télévision par la suite en Australie, mais il n'a pas eu la même aura, bien entendu, que Mel Gibson, et c'est très dommage parce qu'il est, il est arrivé très tôt dans le processus. En plus, la construction du film est assez intéressante, hein, comme tu le disais. Il est très personnel à Peter Weir parce qu'il avait déjà commencé à réfléchir à l'idée d'un film de guerre dès les années 74, 75, 76, donc dès ses premiers longs métrages. Et tu parlais des westerns dans son appréciation
des films, en fait, oui, ça se voit dans sa filmographie. Si tu parles un jour de Mosquito Coast, il y a des scènes qui sont typiquement des scènes de western, scènes de duel, par exemple. Mais Et puis, Même Witness Witness aussi, ouais. dans certains lieux comme ça un peu, Ouais. ouais. Ouais, dans l'affrontement final également, tu as parfaitement raison. Et puis Kubrick est aussi un contemporain de Weir, enfin plus ou moins, mais on sait de par ses interviews, de par ses interventions que Weir est très attaché au cinéma de Kubrick. Et puis bon, il y avait les Sentiers de la Gloire, qui est un film qui l'a beaucoup marqué aussi. Mais là, on est peut-être plus près d'un autre film qu'on va peut-être souvent évoquer aujourd'hui. Avec Gallipoli, on est plus proche d'un Breaker Morant, qui est un film également australien marquant de cette époque, que d'un Sentier de la Gloire, je pense aussi. On est moins dans les tranchées d'une certaine manière. Et donc, ce qui fait du film un film de guerre un peu moins classique, comme tu le disais. On se concentre vraiment sur les personnages, effectivement. Ouais, et puis alors, même si le parallèle est peut-être moins évident, un petit côté Deer Hunter aussi, Voyage au bout de l'enfer. Il y a un peu Même de ça. si là, il y a moins de communauté, mais il y a quand même l'idée de communauté au début, on le voit, le personnage d'Archie, donc joué par le jeune Mark Lee, qui est ami avec un aborigène, enfin descendant en tout cas, Ouais. et les autres ne l'acceptent pas pour ça. Enfin, on voit bien aussi comment la société australienne s'est construite difficilement. Et bon, après, évidemment, on va se centrer sur les deux, mais on voit pas trop. Il y a les trois amis du personnage de Mel Gibson et tout aussi. On voit la jeunesse au sens large, la jeunesse et les gradés haute génération qui, visiblement, ne sont pas tous. Enfin, ils observent. Hein, on dirait que c'est un petit peu, pour eux, des pions, les jeunes qu'ils envoient au combat, mais ça, on y reviendra, je pense, surtout sur la fin. Mais il y a cette idée de. C'est un film soi-disant de guerre sur le papier, mais c'est plus un film psychologique humain sur l'avant, ou bon, là, c'est l'avant-guerre. Voyage au bout de l'enfer, on est un peu dans les deux, et voir un petit peu les répercussions du contexte derrière, et voir l'intérêt, donc, c'est l'humain qui est important ici, et Peter Weir, c'est toujours été ça, de toute façon. Quand tu vois ce film, à plusieurs moments, tu vas penser forcément au Cercle des poètes disparus, hein, la jeunesse qui essaye de s'émanciper, c'est difficile, il y a vraiment de ça, c'est dans la continuité aussi, un peu moins, mais quand même, de La Dernière Vague et Le Pique-Nique, je pense qu'il va un peu ailleurs ici avec ce film-là, aussi. Il ouvre des horizons, puisqu'il les envoie ailleurs, alors que dans ses deux premiers films, j'ai pas vu le premier qu'il a fait, mais dans ses deux films d'après, il reste vraiment ancré dans l'Australie. Là, il y a une ouverture qui fait que justement, quelle est la place de l'Australie à l'étranger pour ces jeunes-là? Bonne question. Quelle est la place dans le monde aussi pour ces jeunes, comme dans le Cercle des poètes disparus? Et là, voilà, après, ça se déroule. Et il y a des moments où on pourrait croire, oh, magnifique plan avec coucher de soleil, traversée du désert, tout ça, c'est très symbolique. Hein. À un moment, ils vont passer combien, je sais pas, plusieurs jours dans le désert pour atteindre, parce qu'ils sont perdus en Plusieurs train et mois tout. d'entraînement en Égypte, effectivement. Ouais. Et puis il y a ça aussi en Égypte, la scène Ouais. extraordinaire où ils gravent dans le marbre pour l'éternité leur amitié face aux pyramides. C'est pas Napoléon là, mais c'est. Non, Et voilà, il se marque dans l'histoire, c'est finalement. ça. Et ça pourrait paraître pour certaines personnes, et on pourrait l'entendre, hein, un petit peu gratuit et tout, mais non, ça fait sens. Ça fait sens dans cette construction psychologique de ces deux jeunes hommes qui ne peuvent exister au final que par, finalement, à un moment, que par leur amitié, leur passion, leur obsession. Et moi, je trouve ça beau, tout simplement. Ça transcende pas mal de choses, parce que c'est vrai que quand on pense que Frankie, c'est Frankie, hein, son nom, oui, Frank Dunn, Frank heu, Dunn. va finalement le suivre à la guerre, alors que c'est pas du tout le principe. Moi, je trouve ça, je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour le coup, c'est vraiment une magnifique histoire d'amitié, ce film. Ah oui, et puis c'est ce qui rend ce film très très australien. Hein. C'est bon, comme tu le dis, c'est assez récurrent justement de se concentrer sur un ou deux personnages ou un groupe très réduit de personnages dans la carrière de Weir. Son premier, Les voitures qui ont mangé Paris, se concentre sur ce personnage d'Arthur Waldo qui est perdu dans une société complètement à part, quand en fait, bon, The Last Wave, c'est très concentré sur le personnage de Richard Chamberlain et du personnage principal aborigène aussi. Et donc ça, c'est très récurrent jusqu'à Master et Commander, hein, comme on va le voir avec Valérian. C'est vraiment une histoire qui, de prime abord, pourrait être une histoire navale classique, mais qui se Mmh. concentre qui bascule même narrativement autour de l'amitié de ces deux personnages principaux. Là, on est dans le même cas aussi. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ce qui rend le film australien, c'est une question qu'avait posée Samir et peut-être à laquelle on n'a pas énormément bien répondu lors de notre émission, mais
qu'est-ce qui rend la partie hollywoodienne du cinéma de Peter Weir, qu'est-ce qu'il garde de son australianité, quoi, finalement. Et je pense que c'est ça, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle en anglais le mateship, quoi, ce compagnonnage, un peu cette amitié masculine, très proche de l'amour, quoi, en fait, hein. C'est vraiment un amour fraternel qui est très fort, quoi, qui est très ancré dans la vision de la masculinité australienne, quoi, en fait. Et ça, tu le vois, tu le vois dans de nombreux films, tu le vois dans Breaker Morant, et tu le vois tout au long de la carrière de Peter Weir également. Tu as ça dans The Way Back et dans Master and Commander, par exemple. Mais je pense que c'est ça vraiment le pivot du film, quoi, en fait. C'est cette relation d'amitié qui, euh, qui peut être prise telle quelle, quoi, en fait. Tu peux vraiment te concentrer juste sur leur amitié, sur ce qui les unit, donc la course, le désir d'aller voir autre chose également. Mais c'est aussi ce qui fait de l'histoire un film de transition, d'une certaine manière, une transition non seulement dans la carrière de Weir, mais une transition de cette jeune Australie de la naissance de cette fédération jusqu'à la perte de l'innocence de ce pays pour se tourner vers l'international. Et puis, comme tu disais, c'est le premier film de Weir qui sort un peu des frontières de l'Australie, quoi, en fait, quoi, comparativement à The Last Wave, au Plan B, etc. Et donc là, voilà, c'est le premier film où il va explorer un petit peu, où il va tourner en Égypte, hein, même si les scènes de Gallipoli ont été tournées en Australie, les scènes au Caire ont été vraiment tournées au pied des pyramides. Donc ça, c'est une première pour Weir. Et ensuite, c'est ce qui va certainement le conduire à aller à se tourner vers l'Indonésie pour le film suivant, et puis ensuite de partir vers sa carrière américaine. Ah, et puis ces deux jeunes gens représentent les deux faces de cette jeunesse australienne qui se retrouvent. Donc ça, c'est un film d'espoir aussi sur ce que l'Australie réussira à devenir après, au final. C'est pour montrer ça. Mais c'est vrai qu'on a le jeune insouciant idéaliste qui est encore un peu britannique au fond de lui, malgré tout. C'est marrant parce qu'il court quand même comme ça dans la nature. Mais voilà, il va s'engager pour l'honneur et tout. On sent qu'il a ce côté européen encore. Et tu as le personnage de Mel Gibson qui, bon, il le dit, it's a free country, à un moment il le dit, c'est bon, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, en plus moi je suis plus irlandais que britannique, mais c'est ça qui est amusant. Et au final, bon, bah, ils se font avoir, quoi. C'est un peu la jeunesse australienne qui s'est faite avoir par la situation, par le côté social, alors évidemment aveuglé, c'est-à-dire que dans le film, tu as littéralement l'innocence qui dure les trois quarts du métrage, hein. C'est-à-dire que même les soldats, on y reviendra après plus en détail sur la fin, mais une fois sur le terrain, parce qu'ils sont tous dans un bataillon australien, hein, pratiquement du coup. Ils vont aller jouer sur la plage, ils se mettent à nu carrément et ils s'en foutent. Ils jouent comme des gamins alors que ça bombarde à côté, quoi. Oui, puis même il y a une je sais pas si c'est une absence de conscience de ce qui les attend, mais il y a toute cette innocence-là et puis cette fraîcheur de cette jeunesse-là, elle est exprimée dans le côté aventureux qui les attire. Oui, ils veulent s'engager pour défendre leur pays et éviter que la guerre se propage sur leur territoire, mais tu sais, je pense à ça, le personnage d'Archie ou les trois compagnons du personnage de Mel Gibson, ils partent un peu à l'aventure comme Bilbo part à l'aventure dans les bouquins de Tolkien, quoi, en fait. Et c'est assez marrant parce que Tolkien a beaucoup puisé de son expérience des tranchées justement pour écrire ses bouquins, pour écrire. Il faudrait savoir ce que Vivien Lejeune en pense de ça, mais il a quand même beaucoup puisé dans son expérience justement pour construire son histoire, pour non seulement au niveau des batailles, mais au niveau de l'interrelation entre les personnages, finalement, quoi. Cette amitié et cet amour presque que tu as entre ces personnages principaux, tu la retrouves entre Archie et Frank dans Gallipoli aussi. Et je pense que ce lien, on a peut-être du mal à le comprendre, nous, avec la distance temporelle et puis le contexte actuel, mais il est né, cette amitié, elle est née des tranchées, elle est renforcée justement par cette expérience commune de la guerre, de ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont pu traverser. Donc, je pense que c'est là où c'est intéressant également d'explorer une amitié qu'on voit pas énormément explorée au cinéma, quoi, finalement, une amitié masculine qui est très, qui est très intimement liée, quoi.
Et puis c'est vrai que l'intégration du destin de Mowgli là, dans cette lecture de Livre de la jungle, ça danse beaucoup de choses, hein. Oui, bah, Mowgli va partir dans le monde des hommes, bah, eux, ils vont partir aussi dans le monde des hommes, hein, qui se résume à la guerre. Du coup, c'est un peu tragique quelque part, hein, quand on y Oui, sait. cette scène, elle est absolument. Tu vois, tu parlais des acteurs du film. Le L'oncle. personnage qui joue l'oncle Jack du film, c'est Bill Kerr, qui était déjà un Mmh. acteur Ah oui. assez établi dans le cinéma australien, que Weir retrouvera dans L'année de tous les dangers. Il joue l'officier qui, euh, qui est le patron de Sigourney Weaver dans le film. Et je pense que cette scène, elle est extrêmement touchante parce que on a l'oncle s'aperçoit en fait du destin possible de son fils. Il est évident que de son neveu, pardon. Il est Beau évident lapsus, pour lui beau que lapsus. exactement. C'est plus son fils que son neveu limite, hein, c'est Ouais, vrai. un peu. Ouais, c'est vrai que tu vois très peu ses parents finalement. Mais lui a conscience que voilà, il, il ne pourra retenir son neveu de partir sur le champ d'honneur pour vivre son aventure parce que il n'a pas les arguments pour le retenir. Il est Non, lui-même parti jeune pour vivre ses propres aventures, même si elles n'étaient pas dans le même contexte. Donc, il est très attaché à ce jeune homme qu'il a entraîné depuis des années. On le sent bien. D'ailleurs, le film commence par eux. C'est les premières images du film. Ce sont leurs liens mmh, relatifs à la course à pied qui les unit, qui est présenté dès le début du film, en fait. Donc, on sent il y a un amour, oui, comme tu le dis, filial vis-à-vis ouais. de cet oncle pour son neveu aussi, et ce qui rend son départ inévitable encore plus tragique et touchant pour le spectateur. Ah, il lui laisse le chronomètre, il fait de lui le gardien du temps, hein. C'est un peu Ouais. aussi ça. Et puis alors, avant, on va bientôt switcher dans la zone spoiler, mais la transition va être là. Il y a aussi, comme souvent chez Peter Weir, mais ça va avec, hein, fin de l'innocence et tout, le rapport à la hiérarchie, à l'autorité qui est là très brutal dans la dernière partie. Notamment, alors la hiérarchie en deux temps. La hiérarchie militaire, bien évidemment, on va ces gradés qui observent, hein, je le disais tout à l'heure, ces jeunes en mode, oui, oh, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Et l'Empire britannique envers les Australiens, il y a une scène qui est un peu rigolo, c'est drôle d'ailleurs, mais et puis il y a aussi deux choses, l'opposition entre l'infanterie et la cavalerie. La cavalerie sur leurs grands chevaux, et puis l'infanterie, c'est les troufions, quoi. Mais alors, il y a cette scène, je crois que c'est au Caire, hein, si je dis pas de bêtises, où ils croisent des Britanniques qui les traitent de racailles. Ah, les jeunes Australiens, faut pas oublier un truc, c'est que l'Australie, à la base, on simplifie, attention, hein, mais c'est l'endroit où les Anglais envoyaient leurs bagnards, leurs prostituées, leurs prisonniers et Le tout. prisonnier. Donc voilà la vision des Britanniques envers les Australiens. C'est de la chair à canon, quoi. Oui, et puis c'est cette indiscipline-là qui est Ouais. propre justement aux Australiens, qui les différencie de leur hiérarchie, qui est très. C'est là où Weir manipule l'humour de façon très bien dosée, je trouve. Ça, c'est aussi un élément de mise en scène, mais il a pas besoin d'insister beaucoup Non. sur l'humour du film pour montrer ce côté un peu revanchard, un peu indiscipliné de ces troupes australiennes, quoi. C'est là que dans l'écriture, le personnage, je crois que c'est de Dalton dans Le Cercle des Poètes Disparus. T'as un peu ça, le côté. Voilà, je fais mon coq, hein, mais c'est marrant. Et alors, bon, bah, on va arriver à la. Bon, et il faut en parler de ce final, parce que, hein, même si c'est pas la finalité du film, en soi, oui et non, d'ailleurs, mais bon, spoiler, qu'est-ce qui se passe donc sur le terrain? Alors, déjà, avant de dire qu'à la fin, il y a Archie qui meurt, on se sentait venir, c'était soit lui, soit l'autre, hein, avec culpabilité à l'appui ou pas, mais bon. Il y a, pour moi, la dénonciation, c'est peut-être un grand mot, mais la vision de Peter Weir qu'il a de la guerre, clairement, ici, oui, c'est l'absurde. Et dans le montage, le côté ping-pong du oh, finalement on a vu truc, finalement non, finalement on arrête le combat, non, on reprend, on continue et tout. C'est presque ridicule, mais c'est pas ridicule drôle parce qu'on voit qu'il meurt, hein. C'est vraiment, et dans le montage, c'est là où il y a un truc qui est génial, montage très saccadé avec le personnage Mel Gibson qui court parce qu'il fait le messager. Et dans l'utilisation de la musique, tu as cette absurdité, cette rupture. Tu passes d'un opéra, un adagio, hein, à du Jean-Michel Jarre, Oxygène, comme ça. Et là, tu le sens, là, le côté désorganisé, bordélique, et complètement vain et inutile et carnage de la guerre, quoi. Je sais pas si tu as pensé ça aussi à ce moment-là, mais Et il y Peter a une Weir, il a scène comme pour ça. moi qui reflète l'absurdité de tout l'ensemble, quoi. En fait, c'est la scène du désert, justement, qui suit juste cette traversée du désert sur la musique de Jean-Michel Jarre, justement. C'est cette rencontre avec le nomade, enfin, finalement, dans le désert, où après,
après avoir quitté la région d'Adélaïde, se rendre vers Perse pour essayer, tenter d'être engagé la cavalerie finalement australienne. Frank et Archie prennent le train, pensent arriver à Perth et se retrouvent au milieu du désert, complètement perdus dans nulle part. Et donc décident de traverser le désert pour se rendre à pied jusqu'aux limites de Perse, justement. Et là, sur leur chemin, alors qu'ils se sentent perdus, ils rencontrent un nomade à chameau, quoi, finalement, qui lui n'a aucune conscience de ce qui se passe à l'extérieur, en fait, et qui dit voilà, mais de quelle guerre s'agit-il? Il s'agit d'une guerre contre les Allemands, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Et ça, je pense que ça reflète également ce que pensaient certains Australiens à l'époque. Mais pourquoi allez-vous vous sacrifier là-bas, quoi? Donc Archie, dans son enthousiasme pour cette aventure, lui dit que si on ne fait pas quelque chose là-bas, les Allemands et leurs alliés, donc de l'Empire ottoman, risquent de débarquer sur les côtes australiennes. Et le nomade leur dit, ils sont bienvenus ici, en gros. Donc, ils peuvent venir. Ça changera rien pour moi. Donc là, il y a un petit côté quand même absurde de la démarche de toute cette entreprise-là, qui est très bien délicatement reflétée par cette rencontre. Donc, et puis tu as aussi le personnage du Major là, parce que finalement, bon, hein, les gradés, tout ça, mais il y a le Major, lui c'est le doute, lui. Parce que c'est lui qui va à un moment décider, ah non, on arrête là. Et c'est marrant parce qu'avant ce doute, où il voit que la jeunesse va au carnage, il se met à écouter de l'opéra. Je sais pas si c'est pas du Bizet d'ailleurs. c'est du Bizet, oui, c'est du les Bizet, ouais. pêcheurs de perles. Voilà, il se met là, en mode, mais pourquoi finalement? Allez, on profite de la vie, du moment, on va se mettre un opéra parce que tout ce qui se passe autour de nous, ça nous dépasse au final. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est un général ou un colonel à la fin qui force. Parce que de toute façon, vu où ils en sont, il faut aller au bout. Voilà, il faut être sur ses positions, tant pis si tout le monde crève. Et malheureusement, il y en a beaucoup des histoires comme ça dans les guerres, etc. Et Ouais. c'est C'est un peu le reproche qui avait été fait au film au niveau de la sortie, c'est la dépiction justement de l'intervention des troupes britanniques lors de cette ouais, offensive, oui. l'offensive du Nek, là, qui est décrit dans le film. Historiquement, apparemment, c'est assez ambigu sur quel a été le rôle. Les Britanniques n'auraient pas attendu en prenant le thé sur la plage comme il est, Ah oui. décrit dans le film. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas l'essentiel du film non plus. Et puis il y a eu une confusion également sur le rôle de ce général à la fin du film, qui lui est très très strict sur cette idée de donner l'assaut, alors que le chef des troupes essaye de passer justement à la hiérarchie supérieure pour ne pas envoyer ses troupes au massacre. Ce général est un général australien, mais l'acteur ayant travaillé son accent australien très aristocratique, très élevé également, les spectateurs ont cru qu'il s'agissait d'un officier anglais, alors que ce n'était pas le cas à la base. Donc il y a cette petite controverse entre guillemets qui est née à la sortie du film aussi, mais qui n'enlève rien à la tragédie justement de cet événement et à ce que Weir développe beaucoup dans ses films aussi et dans sa mise en scène, c'est ce conflit d'autorité justement qui est souvent présent dans sa filmographie. Ce qui est marrant d'ailleurs vis-à-vis de Weir, parce que à la base, il vient quand même on a un réalisateur qui est, je sais pas, il est dans sa jeune quarantaine peut-être, hein, au début 80, qui vient d'un passé contestataire, quoi, en fait, hein, qui avait milité contre la guerre du Vietnam, dans laquelle l'Australie était engagée. L'idée et l'image de la bataille de Gallipoli à l'époque pour la jeunesse des années 60-70 est un peu mise de côté parce qu'on associait finalement ces vétérans de la guerre à l'enlistement pour la guerre du Vietnam. Donc il y avait un petit rejet justement de la jeune génération australienne pour tout ce qui touchait à la guerre aussi. Et je pense que justement ce film, Gallipoli, et les écrits dont il est inspiré, a permis de remettre un peu, de reconsidérer la valeur de ce sacrifice en fait de cette génération, et donner une autre perspective de ce qu'ont vécu ces jeunes soldats pour des jeunes générations. Et ça, je pense que c'était non seulement important à l'époque,
mais ça peut encore l'être aujourd'hui, qu'en fait, Mm. ça reste, le film garde une valeur éducative en ce sens-là. Après, je pense, pour revenir sur ce que tu disais, la véracité et tout, je pense que Peter Weir n'a jamais été voilà, obnubilé par la véracité historique dans ses films. D'ailleurs, dès Picnic à Hanging Rock, il joue là-dessus, sur une histoire pseudo-vraie ou fausse, on ne sait pas. Et puis, il y a Master and Commander, où là aussi, il y a Oui, eu des critiques, exactement. notamment des Français, hein. Mais il fait du cinéma, et oui, il y a une dramaturgie derrière. Et c'est vrai que la représentation finale, c'est pour enfoncer l'absurdité de la guerre. Je pense pas qu'il s'est dit bon allez, on va pas mettre un petit texte en dessous. Voilà, ceci est un général australien. L'important c'était ces deux personnages principaux de toute façon. Et du coup cette fin. Alors la fin, on en parlait en off avant là d'enregistrement, qui d'habitude chez Peter Weir, du moins dans ce que j'ai vu, tu me confirmeras ou pas, plutôt des fins on va dire ouvertes dans son cinéma. Enfin, il y a un petit inconnu derrière, on sait pas. Mais là, alors, c'est pouf! Non seulement il n'y a pas d'inconnu, bon, si ce n'est sur le personnage de Frank, que fera-t-il après, tout ça, bon. Mais Archie meurt donc, et sa mort, arrêt, quoi. Il y a un arrêt sur image quand il s'en reçoit une balle, et cet arrêt sur image, c'est la fin de sa dernière course vers la mort. Tu as l'impression voilà, qu'il se Ouais, cambre qui sur la franchit ligne d'arrivée. Voilà. sur une ligne d'arrivée de course. Hein. Et du coup, il meurt, certes, alors c'est terrible, mais il meurt en idéaliste, en étant allé au bout, en ayant connu cette amitié, en finalisant sa dernière course, et la course vers l'inutile, en fait, vers l'absurde. C'est une fin douce, enfin douce amère. Hein. Amère, douce ou pas, je ne sais pas, c'est bizarre. Mais cet arrêt sur image, très marquant hein, de finir là-dessus. Il ne veut pas montrer la chute, il veut montrer la course et la fin de cette. Oui, ouais, c'est un film qui se termine par ce geste sportif, entre guillemets, qui lie le passif d'Archie. La course à pied et la guerre sont toujours très, très imbriqués tout au long du film, en fait. Hmm. Tu le vois dès le début du film, et ça, c'est aussi de la mise en scène. Archie se tient au courant des actualités de la guerre via des coupures de journaux qui sont gardées elles-mêmes dans un livre qui parle de sport et d'activités pour les jeunes également. Donc il y a déjà dans ces articles de journaux qui sont imbriqués dans ce gros volume sur le sport et sur la jeunesse, il y a une imbrication déjà entre le sport et l'aventure et puis la guerre pour Archie. Et le fait que et finalement ce qui définit le personnage d'Archie, cet esprit compétitif, cet esprit aventureux, c'est un peu aussi ce qui le mène à sa perte d'une certaine manière. Hmm. Il sort des tranchées, il court sans armes. Quand tu le vois dans sa course finale, il n'est pas armé et il tombe au combat, comme tu le dis, comme s'il finissait une course à pied en franchissant la corde d'arrivée finalement. Donc, qui Ouais, renvoie justement aux images de courses précédentes où on l'a oui. vu rencontrer pour la première fois le personnage de Mel Gibson. C'est là où on voit justement, d'ailleurs, Peter Weir ne fait pas l'erreur. Déjà, bon, fait un film de guerre, oui, mais il fait pas un film de guerre trop longtemps sur les combats. Il fait pas l'erreur non plus de suresthétiser le tout, parce que certains ont pu le faire. Là, je pensais, tu vois, en pensant course et guerre, une image m'est venue en tête. C'est peut-être pas le meilleur film de guerre de ces derniers temps, même si à la sortie, beaucoup de gens l'ont aimé. Moi, quand je suis sorti de la salle, j'avais apprécié, mais en réfléchissant derrière, c'est 1917 de Sam Mendes, qui avait tendance à du coup trop en faire et tout. À un moment, il y a cette course à travers les soldats et tout. C'est vrai qu'on pourrait y penser. Je sais pas si Sam Mendes a voulu peut-être, je pense pas, rendre hommage à Gallipoli. Mais après, on a reproché à Sam Mendes, et c'est vrai que sur ce film, bon, Sam Mendes, c'est un débat hein, sur certains de ses films. Il a tendance à mettre en avant d'abord l'esthétique et la forme avant peut-être de réfléchir plus en profondeur sur le fond. Enfin, voilà, ça dépend des films aussi. Et là, voilà, là, on a l'effet inverse, je trouve, parce qu'à aucun moment, je trouve même que dans les moments où il y a la guerre, dans les combats, justement, c'est pas, il va pas s'attarder trop sur la photographie et tout, c'est plus sur le montage. Là, c'est là où c'est le montage qui fait la différence, le côté nerveux. On le sait, hein, le montage, c'est très important dans le cinéma. Et, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est très axé à Eisenstein non plus, hein, faut pas exagérer, mais il y a une idée de le montage, là, il montre on disait tout à l'heure, l'absurdité et la fatalité. Tu le sens de toute façon, tu arrives au bout, tu sens qu'il y en a un des deux qui va mourir. Voilà. C'est pas une surprise en soi. Limite, moi, je pensais Oui, que ça allait être Franck, en mode, voilà, il lui a laissé son rôle de messager et que après Archie aurait pu culpabiliser. On aurait eu un dernier plan où il aurait culpabilisé, mais ça aurait été beaucoup moins fort que ça, finalement.
Et Oui, là, puis on a la fin, quoi. sachant que, enfin, ça reste dans la continuité de ce que représentent les deux personnages aussi, quoi. Archie représente, comme tu le disais, ce côté peut-être un petit peu plus ancestral ou historique de l'Australie, quoi. Une Australie qui est plus rurale, Mm. plus tournée vers l'innocence, vers la découverte, vers la jeunesse, etc. Archie, c'est le côté un petit peu plus moderne, urbain et cynique de l'Australie, quoi, en fait. Ouais, Franck, ouais, Et Franck. je pense que c'est justement ce qui va rester. Peter Weir avait eu l'idée déjà d'une part de faire un film d'envergure plus grande qui l'a recentré sur ces deux personnages au final, et avait pensé à justement élaborer un peu plus sur les suites de la mort d'Archie. Il y a eu quelques scènes qui ont été tournées et qui n'ont pas été gardées pour le montage final. Et je trouve que ça, c'est un geste intelligent de la part de Peter Weir, parce que justement, il y a cette idée de transmission, et puis ça fait participer cette idée de mise en scène fait participer le spectateur sur voilà qu'est-ce qui va advenir de cette modernité représentée par Frank Dunn, Ouais. que va faire Mel Gibson après le film finalement. Et tout ça en utilisant finalement un outil simple du cinéma. On parle beaucoup de l'aspect narratif du film en ce moment, mais il y a énormément de bonnes idées de mise en scène dans le film. Bien Et sûr. ce plan final, ce freeze frame, il est unique dans la carrière de Weir, mais il y a une intention de pérennité, je trouve aussi. Il y a une façon de marquer dans la mémoire du spectateur et dans la mémoire collective le sacrifice de ces jeunes soldats, Ouais. de, de voir à quel point, je pense que le fait qu'il soit figé montre à quel point la jeunesse a été fauchée, quoi, finalement, Ouais. brutalement fauchée lors de ces assauts. Et donc, oui, on parle beaucoup d'absurdité de la guerre et de ce côté un peu oui, absurde de la situation, mais il y a le côté tragique qui Mm. domine aussi, le fait qu'on est dans la perte d'innocence et on est dans la perte d'une génération entière, quoi, finalement. C'est la vague dans laquelle Archie meurt et la troisième vague de En ces, plus. de ces jeunes soldats du Light Horse qui ont été envoyés à la boucherie, quoi, finalement. Il meurt sur la dernière vague, pour faire un écho avec son film Exactement. précédent. Et c'est vrai que c'est la fin brutale, hop, figée, qui va Ouais. rester ancrée dans la mémoire, dans l'œil, paf, comme ça. Et puis c'est vrai qu'en plus, Franck, il est vraiment délaissé de cette fin. C'est-à-dire que ce sera lui d'écrire l'histoire derrière, mais là, on se concentre sur la fin de cet idéalisme, trop proche finalement de ce va-t-en-guerre britannique, etc. Et ça montre qu'après, finalement, l'Australie a toute son histoire à écrire. Voilà, cette fin, arrêt sur image, vous gardez ça en tête. Derrière, il y a la page se tournera. Et ce sera, voilà, c'est intéressant. Après, je crois qu'il a fait qu'un seul film vraiment australien, c'est son dernier à date. Après, enfin, il me semble que de Way Back, après, il est revenu pour son dernier film. Ouais, The Way Back, la production est un peu particulière, quoi, parce qu'il y a eu Ouais, tellement de difficultés à trouver des fonds qu'il y a eu. mais le Ça titre, reste quand même plus un film produit majoritairement à l'étranger. hum, Donc là, non, c'est vraiment son dernier film. La production est intéressante. C'est le seul film qui a été produit par Robert Murdoch, qui deviendra le patron de la Fox plus tard. Donc Murdoch, donc personnage très très controversé, mais il a été très attaché à la construction du film. Donc il a créé une société avec Robert Stigwood en Australie pour finalement financer et puis mettre sur pied ce film, parce que le père de Robert Murdoch avait lui-même participé à la campagne des Dardanelles, en fait. Donc il y avait ce désir de pérenniser ce que son père avait vécu, quoi, finalement. Donc il y était très attaché. Et puis ça reste, ouais, au niveau du cinéma australien, c'est le plus gros budget de l'époque. Un film qui a coûté énormément. Tu le vois par l'ampleur des figurants dans les scènes sur Gallipoli. Et, euh, et au niveau de la production, il y a des choses intéressantes de ce côté-là. c'est vrai quand même presque on pourrait imaginer un côté oui, pré-Indiana Jones dans les passages au Caire et tout. Je sais pas. Peut-être que Spielberg est tombé dessus aussi, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, bon, ferme la zone spoiler. Bon là, mais pour conclure, il faut voir Gallipoli parce qu'on en parle peu. Oui, C'est également. Et sûr que puis, on parlait de la mise en scène, excuse-moi de t'interrompre, on parlait de la mise en scène également de Peter Weir, mais je trouve que là où le film
agit en termes de film de transition, c'est que Weir commence à expérimenter un peu plus, quoi, en fait. Il diversifie un petit peu plus sa mise en scène également. Je trouve que dans toute sa splendeur, Picnic à Hanging Rock enfin, il y a beaucoup de plans fixes, il y a quand même moins de mouvements de caméra aussi. Là, il se permet plus de choses dans ce film-là. Que ça soit lors des scènes sur Gallipoli avec le tremblement de la caméra qui reflète le tremblement imposé par la chute des bombes tout autour de ces soldats. Il y a 2 ou 3 scènes dans le film, notamment une scène de révélation je ne sais pas si tu as cette scène en tête, mais tu as une scène où le personnage de Mel Gibson est dans sa tente, réveillé par une explosion, sort de sa tente, donc la caméra le suit, et la caméra justement panote sur la baie de Gallipoli, où là tous les figurants sont en place, tout le décor, le théâtre de la guerre frappe vraiment au visage du spectateur. Et ça, c'est vraiment. Ça me rappelle un film un peu plus récent je crois que c'est de Joe Johnson avec James McAvoy qui s'appelle Atonement. En fait, cette scène où la caméra justement panote du personnage pour révéler le théâtre des combats. Donc, en ce sens, je trouve que la mise en scène de Weir dans Gallipoli est un peu plus diversifiée que ce qu'on a pu le voir avant, quoi, que ça soit dans Picnic ou dans The Last Wave. Ah, et puis moi, pour finir sur cette idée-là de scène marquante dans la mise en scène, justement, à peu près à ce moment-là aussi du film, il y a une scène sous-marine très marquante, quand il plonge pour éviter les retombées d'obus et tout, avec cette lumière et tout, où il commence à se rendre compte quand même que c'est pas que le fun, c'est pas que la colonie, c'est pas la colonie de vacances, quoi. Et, Mais il y a un petit côté, justement, cette scène, de nouveau, une idée de mise en scène, reflète également un petit peu la perte d'innocence. Les soldats sont mis à nu, sont soumis aux effets des. Il y a un très beau travail sur le son dans cette scène aussi, qui me rappelle un petit peu le travail du son des canons dans Master et Commander aussi, mais quand tu écoutes le bruit des balles qui traversent justement la surface de l'eau pour atteindre ces jeunes soldats en train de nager. Il y a un côté très impactant pour le spectateur justement de la violence de cet environnement face à l'innocence et puis à la beauté au calme de ce qui peut se passer sous l'eau, justement. Ça, c'est une très, très belle idée de mise en scène et une très belle manipulation du son de la part de Weir. ouais, voilà. Puis on en a parlé aussi de la photographie dans l'utilisation des lieux, des décors, les déserts, etc. Parce qu'il y a plusieurs déserts, c'est marrant ça. Le désert du début, western, le désert, la traversée du désert et le désert du Caire. Comme quoi, Ouais. voilà. Mais c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce Gallipoli. Ouais, et puis c'est au niveau de la photographie, c'est également, je trouve que il y a un joli travail commun tu parlais de Russell Boyle au niveau de la directeur de la photographie, comme beaucoup de directeurs de la photographie australiens, ils ont quand même une façon assez particulière de manipuler la lumière. C'est vraiment Oui. un directeur de la photographie de la lumière qui a vraiment une très bonne conscience de la lumière. Ça vient peut-être de la géographie australienne, hein, et puis de cette chaleur et de ces lumières chaudes constantes. Mais il y a aussi un joli travail avec l'opérateur caméra qui est John Seal, qui sera directeur de la photographie dans beaucoup de films de Weir, de Witness, de D'accord. Mosquito Coast par la suite. Donc voilà, c'est en ça que je te disais que tous les éléments artistiques et techniques du film reflètent le souci du détail de Peter Weir en tant qu'artisan. Mais ça se voit, ça se sent. Et souci du détail en tant qu'artisan, grand narrateur aussi, enfin, grand constructeur d'histoire pour le cinéma. Peter Weir, on en parle rarement au-delà de ses films les plus connus, et c'était un plaisir là, d'en parler avec Pareillement. toi. Et il y en aura peut-être d'autres, parce que c'est vrai que j'ai pas vu tous Alors, les Peter Weir encore, hein. Ou même non, puis certains c'est qu'il faut c'est revoir. intéressant de les redécouvrir. Un film comme Oui, Witness, par exemple, va mm, bien au-delà du film policier. Ça dit beaucoup sur oui. la violence inhérente à la société américaine. Donc il y a beaucoup de choses à creuser dans la filmographie de notre cher Peter Weir. Voilà, en espérant qu'il se porte bien dans sa pré-retraite, apparemment, Bah, de retraite cinéma. assumée, semble-t-il. Oui, bah, en même temps, ouais, peut-être qu'il a il a fait ce qu'il avait à faire et à dire quand il pouvait le faire, parce que maintenant on sait que les réalisateurs un peu plus âgés, ils n'ont pas tous la chance de pouvoir s'exprimer. Là, récemment, il y en a un qui est parti à temps
pour faire un dernier film, c'est William Friedkin, mais on sait que c'était dur pour lui. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, et je vous invite, alors 2 choses. Alors c'est ça qui est intéressant, on joue avec le temps avec ces vidéos, parce que je sais pas quand elle sera publiée au moment où on la tourne. On a eu un petit bout, si vous voyez un petit glitch vers 40 minutes, c'est normal, il y a une problème de connexion, mais c'est pas grave, hein, ça reste en impro. Allez voir la vidéo chez Microciné, l'ami Samir, donc vidéo Peter Weir au sens large avec Léo de Tsunami, Valérian de la chaîne Cinefiles, et justement Valérian de la chaîne Cinefiles que tu retrouves bientôt, ou que tu as retrouvé, c'est là où on joue avec le temps. Je ne sais pas qui de nous deux publiera en premier, mais que tu parleras avec lui de Master and Commander, et ça risque d'être bien riche, avec du ping-pong entre les 2 vidéos, probablement. Voilà, c'est ça. On espère, on les salue en tout cas. Ah, voilà, on salue Valérian, Léo et Samir, sans Samir, on n'aurait pas croisé comme ça, donc c'est super bien. Et ben, en tout cas, au plaisir de rééchanger, alors sur Peter Weir ou d'autres, hein, évidemment. Ou d'autres, ouais. Et il n'y a plus que le mot de la fin à faire. À la prochaine. À la prochaine et merci beaucoup Julien. Ciao.